Vous écoutez Layout, le podcast consacré au métier du web. Bonjour à tous, bienvenue sur Layout, le podcast qui part à la rencontre des métiers du web. Aujourd'hui, nous recevons Aurélie, front développeur chez Make.org, qui va nous parler de son métier, de son parcours et plus globalement de son positionnement au sein du monde du digital. Dans un premier temps, bonjour Aurélie, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, merci à toi, merci d'être présente pour ce 5e épisode. Donc tu es front développeur au sein de Make.org. Est-ce que, avant tout, tu peux nous parler de ton métier ? Qu'est-ce que le front développement ? Qu'est-ce que le développement front ? Quel est ton positionnement au sein de ta boîte et quelles sont tes missions au quotidien ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Alors oui, avec plaisir. Déjà, j'aime bien mettre mon métier au féminin, donc je dis souvent que je suis développeuse front. C'est important parce que, en effet, il y a beaucoup d'hommes dans ce métier-là. Donc c'est bien de prendre l'habitude, je trouve, dès le début, de féminiser le métier quand c'est une femme qui l'occupe. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire et j'invite toutes les femmes qui sont développeuses à le faire aussi, évidemment, pour qu'on puisse tous prendre cette habitude ensemble. Qu'est-ce que je fais en tant que développeuse front ? Déjà, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, il y a plusieurs équipes au sein de l'équipe technique. Il y a donc l'équipe de développement front, il y a une équipe qui va plus s'occuper du développement back-end avec les sujets plus API. Sur le front, on va dire qu'on est, nous, plus en amont, c'est-à-dire que on intervient après le design, on est entre le design et l'API, c'est-à-dire que nous, on va récupérer des données de l'API pour pouvoir les afficher en fait sur l'interface graphique. Le propre du front, c'est vraiment travailler sur tout ce qui est visuel sur l'interface graphique, que ce soit autant sur l'affichage, tout ce qui apparaît en fait sur le site, mais aussi sur toute la logique qui est derrière en fait. Je parlais la dernière fois avec quelqu'un qui était justement en train de se former en fait au métier du développement web. Il me disait oh non, moi le front c'est pas pour moi, j'ai pas envie de faire du CSS et de dessiner des boutons. Et je lui répondais simplement que le front, c'est pas que ça. C'est vrai que quand on dit front, on entend ah bah vous faites du CSS. Alors oui, on fait du CSS, en effet, évidemment. À un moment donné, il faut bien dessiner dans la page ce qui va, on va dire, s'afficher. Mais pas que, on fait pas que ça. Il y a même, j'ai envie de dire, une très très grande partie qui est vraiment sur de la logique. Pour la logique, on utilise on peut utiliser différents outils. Moi, j'utilise React, en fait, qui permet de faire toute la logique, de faire toute l'architecture du code. Voilà. Donc, on a ça. J'ai envie de dire aussi, c'est pas que ça. C'est très complet aujourd'hui, le développement front. Je vais pas trop rentrer dans le détail. Mais il y a plein de sujets. Je pense que même au sein même du sujet du développement front, on peut avoir plein de sous-équipes en fait qui peuvent intervenir avec des spécificités. Parce qu'aujourd'hui, le front est devenu très complexe. Il y a beaucoup de nouvelles technologies. Tout est mis à jour très, 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 très rapidement. On a énormément de sujets. Donc aujourd'hui, même au sein du front, c'est intéressant de voir tous les sujets sur lesquels on peut travailler. Parce que en effet, c'est devenu très complexe. Quelle est pour toi une journée type ? Quelles sont tes missions que tu vas faire au sein de ton entreprise ? Alors, comment ça se passe ? Déjà sur l'organisation un peu plus générale. Donc, nous, on travaille sur une plateforme. Il y a des features, en fait, qui sont développées. Des fois, c'est pas que des features. Des fois, c'est complètement des pages qui sont remises au goût du jour. Donc, on va à ce moment-là partir plus sur une refonte de page, on va dire. Comment ça se passe ? Donc, d'abord, il y a le design qui va travailler sur des maquettes. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment représenter de manière statique le résultat final qu'on doit avoir sur le site. Et quand le design travaille, ils vont travailler souvent évidemment avec l'équipe produit pour valider les fonctionnalités, pour valider ce qui doit apparaître sur le site et dans quel ordre. En fait, si par exemple, si je clique sur tel bouton, je vais me retrouver sur cette page. Comment doit s'organiser aussi les pages. On a aussi le sujet des devices, c'est-à-dire on doit adapter ce qui apparaît sur l'écran en fonction de si on est sur un mobile, sur une tablette, sur un desktop. Donc il y a tous ces sujets-là qui sont discutés en amont avec le produit et réalisé donc sur une maquette statique par le design. Nous, on arrive juste après. Donc, on a ce qu'on appelle une user story, c'est-à-dire que c'est un descriptif détaillé par écrit de ce qu'on doit réaliser et du comportement en fait fonctionnel qu'on doit avoir de la feature ou de la page en fait. Nous, ce qu'on fait à partir de ça,
c'est qu'on fait alors chaque équipe, s'organise, un petit peu, comme elle veut, je pense pas que ce soit forcément pareil, dans toutes les entreprises et notamment sur l'appellation, mais nous, on fait ce qu'on appelle des grooming, c'est-à-dire que à partir d'une user story, on va se retrouver tous ensemble. Alors, on peut se concerter avec l'équipe API si on a besoin d'aller récupérer de la donnée que eux ils vont aller gérer en fait. Sinon, on peut faire des grooming que intra-front, c'est-à-dire que au sein de notre équipe à nous. Et lors de ce grooming, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, on prend cette user story, on la décompose techniquement, on va créer des petits tickets de réalisation et on va décrire ce qui se passe dans chacun des tickets, si on fait un ticket code logique, si on fait un ticket code d'intégration. Donc ce qu'on appelle l'intégration, c'est la réalisation, on va dire, plus CSS, donc le rendu plus graphique de la page. Et des fois, en fonction des tickets, on peut mettre logique et intégration ensemble ou les séparer. Voilà, on évalue aussi la taille du ticket. Est-ce que ça va être un petit, moyen ou un grand ticket? Donc on parle généralement en termes d'effort. Est-ce que ça va nous demander un effort important ou pas, pour qu'on puisse savoir à peu près aussi évaluer au global quand est-ce qu'on pourra tout livrer, tout réaliser en fait. Donc il y a toute cette organisation-là qui se fait pendant le grooming. Et après, donc plus au quotidien, parce que là c'est pour expliquer tout ce qui se passe en amont, donc au quotidien, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces tickets. Voilà, on prend ces tickets et l'objectif c'est vraiment de travailler sur son ticket-là, de réaliser le code, tout simplement. Du coup, une fois que le code est terminé, on va le soumettre en review au reste de l'équipe. Donc, en fait, l'équipe va relire le code qu'on a écrit pour s'assurer bien qu'il est cohérent. S'il y a des correctifs à faire, on va les faire. Et puis ensuite, on va tester le ticket et puis ensuite le proposer à l'équipe produit qui va tester si toutes les fonctionnalités sont bien implémentées en se référant à la user story de base. Voilà, donc au quotidien, c'est plus vraiment un travail, évidemment, sur le code. On code beaucoup, et j'ai même envie de dire, on débug beaucoup. On passe 90% du temps à débugger, je pense 10% à coder. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours plein de sujets différents, toujours voilà, des user stories qui portent sur des sujets différents, des fonctionnalités, des pages. Et même techniquement, il y a toujours des challenges qui sont nouveaux. Donc, on est vraiment sur un apprentissage au quotidien et je trouve que c'est très diversifié, en fait, le travail. Ouais, carrément. Et puis bah, c'était très intéressant puisque tu nous as expliqué aussi tout le cheminement qu'il y a eu en amont avant d'arriver à ton métier justement. Et ça, c'était super intéressant. Je te propose de sortir un peu de ton métier. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu quel était ton parcours post-bac et ton parcours professionnel? Qu'est-ce qui t'a amené à être front-end développeuse du coup? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Moi, à la base, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait 2 années de prépa. C'était une prépa économique, option scientifique. Puis après, j'ai fait une école de commerce. Alors à l'époque, très franchement, je savais pas trop ce qui me plaisait. Je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. J'étais un petit peu perdue. Et du coup, j'ai fait un choix. Je savais par exemple que je ne voulais pas du tout faire de compta ou de choses comme ça. Enfin, ça, je savais que c'était pas mon truc. Mais en me renseignant un peu, je me suis orientée plutôt vers les ressources humaines en fait, et plus particulièrement vers le recrutement. Et je me suis spécialisée sur le recrutement de développeurs et de développeuses. Cette spécialité, elle m'est un peu tombée dessus parce que lors de mes premiers stages, j'ai trouvé des stages dans le recrutement tech en fait. Et c'est vrai que ce sont des métiers qui sont en tension. Donc quand on commence à comprendre le recrutement tech, c'est vrai qu'on retrouve quand même assez facilement du travail dans ce domaine-là. Donc j'ai continué après mon école et ma formation dans le recrutement tech et c'est devenu ma spécialité en fait. Donc j'ai fait ça pendant pratiquement une dizaine d'années, plus de 10 ans. Je travaillais au début je suis passée un peu en SS2I, ça me plaisait pas trop parce qu'on faisait trop de quanti et pas assez de quali. Donc j'avais envie vraiment de me tourner vers une démarche plus qualitative, on va dire, où on est un peu moins dans le rush et on va rechercher vraiment des profils particuliers pour des besoins particuliers. Donc je suis plus rentrée dans la chasse de tête. J'ai fait ça pendant quelques années. J'ai travaillé vraiment pour des entreprises super intéressantes. Là, je me suis beaucoup plus retrouvée dans la chasse de tête. Et donc j'ai travaillé. En fait, quand on fait de la chasse de tête, on ne peut pas travailler directement pour une entreprise, il faut travailler par des entreprises tierces. Donc, j'ai souvent été consultante, en fait, quand j'étais chasseuse de tête. Et donc, ce qui me permettait aussi de voir plein d'entreprises différentes. Et là, la chasse de tête, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je pense que c'est la chasse de tête qui m'a donné envie de devenir développeuse, parce que la chasse de tête m'a obligée
à aller plus en avant dans la compréhension des métiers techniques. C'est-à-dire que quand on arrive vraiment à ce genre de métier, il faut vraiment très, très, très bien comprendre ce sur quoi on recrute, hein. Je trouve ça vraiment important pour bien faire de la bonne chasse de tête, de vraiment, voilà, bien cibler, les profils, comprendre les métiers, les technos, qu'ils utilisent, et les enjeux qu'ils peuvent avoir, au sein de leur poste actuel, qui peuvent complètement différer d'une entreprise à l'autre. Donc on va dire que je me suis vraiment, renseignée. Je pense que j'ai commencé un peu à m'auto-former à tous les sujets techniques puisque c'était tout un pan que je ne connaissais pas en fait. Moi qui venais, des métiers, plus du management, j'avais fait une école de commerce, c'était vraiment les aspects techniques, quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et plus je me renseignais, plus j'avais envie, d'en savoir plus. En fait, ça a développé une très grande curiosité, chez moi, et je voyais aussi que c'était des métiers, en tension, sur lesquels on avait du mal à recruter. Donc je voyais aussi qu'il y avait des opportunités, en fait, dans ce métier-là. Et progressivement, en fait, à force d'aller vraiment j'ai toujours ce souvenir de quand j'étais, chasseuse de tête, où j'avais toujours l'impression qu'il y avait une espèce de porte qui se fermait, parce que j'arrivais pas à aller voir vraiment concrètement ce qui se passait sur les métiers techniques et ce qu'ils faisaient, en fait, sur leur ordi, derrière leur écran noir quand ils codaient. Et j'avais cette grande frustration-là et je demandais souvent aux développeurs: «Je peux me mettre à côté de toi quand tu codes? J'ai envie de voir ce que ça fait». Et là, je me suis rendu compte que ça faisait pas ça chez mes collègues, en fait, qu'ils avaient pas forcément envie de voir du code et que ça m'était vraiment propre, en fait. Je me suis beaucoup, beaucoup questionnée sur ce sentiment et je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie, en fait, de coder, tout simplement. Donc j'ai commencé à coder, toute seule chez moi, comme tout le monde, hein, comme beaucoup de personnes qui apprennent le code, qui font des reconversions, qui ont des deuxièmes vies, comme on dit. J'ai commencé par les classiques, HTML, CSS, et puis après, j'ai voulu aller plus loin, regarder un petit peu de React, enfin du JS plutôt dans un premier temps, sans prendre de spécialisation particulière. Et puis ça m'a plu, puis plus j'apprenais, plus j'avais envie d'apprendre, et à rentrer dans un niveau de complexité, plus élevé. Et donc du coup, j'ai fait une reconversion, et j'ai fait une reconversion, via Open Classroom en fait, qui propose, des formations. Et donc là, j'ai fait une formation d'un an, de développeuse web. Et là, pendant cette formation, j'avais commencé plutôt côté back-end et j'ai vu que j'étais quelqu'un de très visuel. J'avais besoin de voir le rendu de ce que je codais. Ça m'intéressait beaucoup, donc je me suis plus orientée vers le front-end. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce métier actuellement. Donc j'ai fait un stage de fin d'études, hein, lors de cette reconversion, et après là, j'ai démarré mon poste. Donc c'est mon nouveau premier poste de reconversion en fait en tant que développeuse front-end. Un parcours très riche qui part pas forcément du métier technique justement. Tu viens de dire que justement tu étais front-end développeuse plutôt que back-end. Euh, quelle est pour toi, comment est-ce que tu pourrais expliquer cette différence entre le dev front et le dev back? Quelle est pour toi la plus grosse différence entre ces deux métiers? Sur le back-end, on va plus travailler, sur, la base de données, la gestion de la base de données, sur, comment, les données vont transiter, par exemple, nous, dans notre entreprise actuelle, on a tout un système d'analyse de données qui est fait par la data. On a une équipe qui est dédiée à ça, et la data va pousser ces données, au sein de l'équipe, API justement, enfin dire plus ce back-end, et eux, ils vont gérer toute cette donnée, en fait. Donc pour moi, c'est vraiment 2 métiers complètement différents. Je me souviens quand j'avais commencé à apprendre le dev, j'étais même, persuadée que, j'adorais le back-end, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, on est vraiment pour moi plus, dans la gestion des données, comment on va organiser les données, quelle architecture on va mettre en place, vraiment sur la donnée. On va pas forcément en fait, il y a un niveau d'abstraction qui est assez, intense parce qu'on est vraiment sur des sujets qui sont complexes, en fait, je trouve. On est aussi sur des sujets complexes en front, mais on a l'avantage de pouvoir voir ce qu'on fait parce que, on quand on code en front, et ben, on va ouvrir la page, et ce qu'on va coder en fonction de la logique et de l'affichage, et ben, on va avoir, un rendu, en fait, sur la page. Là où en back-end, on n'a pas tout cet aspect visuel, en fait. La partie back-end, on est vraiment plus dans la gestion des données, la gestion des tables, la gestion de la base de données, en fait, son organisation, et comment on va, faire remonter ces données justement, comment on va la récupérer cette donnée et comment on va la faire remonter au front qui elle va l'utiliser pour pouvoir l'afficher, en fait. D'accord, donc le front dev c'est plus visuel en tout cas. Ouais, 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 clairement. Et du coup, je rebondis également. Donc, tu as fait une formation avec Open Classroom. Donc, quels sont pour toi les outils et les compétences dont on peut avoir besoin pour faire ce métier? Pour faire le métier de front ou pour faire cette formation, Non, pour faire le métier de front-end développeuse que tu as maintenant.
Je pense que sur tous les métiers de dev, faut aimer déjà, débugger. Faut aimer débugger, c'est-à-dire qu'il faut aimer à mon avis, relever des challenges techniques. On le dit beaucoup et c'est d'ailleurs quelque chose que je disais souvent, quand je recrutais avant, je disais: «Si vous avez envie de relever un challenge technique». Je comprends aujourd'hui toute la portée de cette expression, en fait, parce que rien n'est simple de toute manière tant qu'on ne l'a pas appris. Il y a toujours une montée en compétences qui se fait, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est pas on va pas écrire un code et ça va marcher du premier coup, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on passe 10 de son temps à coder, 90 à débugger, en fait. On est souvent sur des grosses architectures de code avec des enjeux techniques qui peuvent être complexes. Donc du coup, il faut bien, comprendre tout ça. Il faut pas quand on dit il faut aimer le challenge technique, ça sous-entend derrière qu'il ne faut pas être frustré quand ça ne marche pas parce qu'en vrai, ça ne marche jamais. Donc, il faut tout le temps passer du temps pour vraiment aller au bout des choses, pour vraiment comprendre les imbrications techniques qu'il y a, pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi ça marchait avant et maintenant ça ne marche plus. Et c'est vraiment en fait, il y a tout un travail d'investigation à chaque fois, de recherche, de compréhension pour aller comprendre le code. Et quand ça marche pas, des fois, on peut avoir vraiment des bugs qui durent longtemps. Donc bon, après, on n'est jamais seul, hein. Moi, je me réfère souvent à mon équipe et c'est en ça où je trouve que le travail d'équipe est super. Parce que d'autant plus qu'on est entouré de personnes qui ont une certaine seniorité, parce qu'on apprend aussi beaucoup d'eux. Donc ça, c'est génial de leur expérience, vraiment, c'est top d'avoir ce partage-là. Mais voilà, souvent, il faut vraiment pas avoir peur, aller chercher l'information. Et donc, par rapport à tes questions, je pense que c'est aussi important d'être assez autonome, en fait. Vu que ça marche pas, on ne peut pas se dire ah bah ça marche pas, je m'arrête là. Je vais demander. À un moment donné, c'est bien de pouvoir compter sur ses collègues, mais il faut aussi en amont vraiment aller chercher l'information. Donc, faut pas avoir peur de fouiller, d'aller sur Internet. Les meilleures ressources, je vous le donne tout de suite, c'est la documentation officielle et c'est Stack Overflow. On en revient toujours là. C'est vraiment voilà, je pense les meilleures sources pour arriver à débugger et comprendre vraiment ce qui s'est passé. Voilà, donc il faut vraiment être tenace, c'est-à-dire que quand on a un bug, on ne comprend pas, il ne faut pas baisser les bras parce que c'est notre lot quotidien. Donc il faut aimer le challenge technique, il faut aimer vraiment passer du temps, un peu galérer, et puis après réussir à trouver l'information. Et puis pour trouver l'information, il faut se dire qu'il faut aussi être en fait autonome. Voilà, il faut aller chercher, il faut creuser, bon, ça, c'est vrai que je trouve que sur ces points-là, c'est pas évident au début, surtout pour moi qui venais pas du tout d'un métier technique, c'était beaucoup plus des métiers de management, de communication, donc c'était vraiment autant de choses avec lesquelles je savais pas trop faire, mais en fait, c'est venu assez rapidement parce qu'en effet, faut avoir une vraie curiosité technique, en fait. Si on a cette curiosité technique, je trouve que ce sont des compétences qui arrivent assez facilement parce qu'on a envie de comprendre, on a envie d'aller chercher l'information. Et ensuite, évidemment, dernier point important, je dirais qu'il faut, à mon avis, avoir quand même un esprit logique. Le code, alors on me demande souvent, je suis pas très, très bon ou je suis pas très bonne en maths, est-ce que je peux faire du code? Moi, je trouve que le code, c'est pas forcément des maths, c'est avant tout un très fort esprit logique. C'est important d'avoir un esprit logique, mais vraiment jusqu'au bout, très cartésien, parce que c'est que ça en fait. C'est que si j'affiche ça, si je suis dans telle condition, alors je veux afficher par exemple tel bouton, sinon je vais afficher ça. Et c'est tout. Le code, c'est ça en fait. Quand on écrit des algorithmes, c'est que de la logique. Donc avoir cet esprit logique, c'est vraiment pour moi une pièce maîtresse de la réussite sur ce type de métier en fait. On voit que tu aimes beaucoup ton métier et justement, qu'est-ce qui te rend la plus fière dans ton métier actuellement? Alors, ce qui me rend la plus fière, c'est vraiment d'avoir des compétences techniques. Je pense que c'est ce qui me manquait, dans ma vie d'avant et je trouve vraiment que d'avoir, de monter en compétence sur des sujets techniques, c'est passionnant pour moi et c'est vraiment ce qui me rend fière. Ouais, je pense que c'est vraiment ce qui me rend fière. En fait, il y a pas qu'une chose qui me rend fière, il y en a plusieurs. Il y a le fait aussi que ce soit, voilà, une reconversion, que j'ai appris un petit peu sur le tard. Enfin voilà, c'est vrai que au début, j'ai appris par moi-même, j'ai réussi à faire cette reconversion. J'ai fait cette reconversion, j'avais des enfants en bas âge, donc c'était vraiment pas évident. Donc il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, oui, d'avoir ce métier, j'en suis très fière. Mais je pense en effet qu'avant tout, c'est vraiment de pouvoir, avoir ces compétences techniques que tout le monde n'a pas justement et d'avoir vraiment l'impression d'avoir un savoir-faire en fait. Un savoir-faire particulier qui n'est peut-être pas aujourd'hui, même si je pense qu'on peut, en fait, je pense qu'on peut l'acquérir si on veut vraiment aller au bout de la démarche dans l'apprentissage et dans des aspects techniques. Mais je pense en effet qu'elle peut être
accessible. On reparlera peut-être du sujet de la reconversion, tout ça, plus tard, mais je pense qu'elle l'est et en effet, je suis fière de l'avoir réussi et d'avoir pu faire ce switch sur, d'un métier, en fait, plus axé sur, d'un métier, non technique, en fait, hein. C'est vrai que je viens pas du tout de la technique. D'avoir réussi ce switch et vraiment d'aimer ça, oui, ça me rend vraiment fière, ouais. Et justement, à contrario, s'il y avait quelque chose à changer dans ton métier ou dans ton milieu en tout cas, qu'est-ce que ce serait? Bon, moi, je vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais j'aimerais évidemment qu'il y ait plus de femmes dans la tech. Je pense que c'est important, d'avoir de la diversité sur ces métiers-là. Voilà, je suis très féministe, je trouve ça évidemment important qu'il y ait des femmes. Après, du point de vue de diversité, je trouve ça important qu'il y ait des personnes issues de milieux, de tout milieu que ce soit, hommes, femmes et que ce soit pas le même type d'individu, qui code tous les algorithmes, en fait. Voilà. Je trouve ça important parce que ça apporte une diversité de points de vue qui est nécessaire parce que, voilà, quand on est une entreprise tech ou pas tech d'ailleurs, hein, on est quand même en train de construire un produit et quand on construit un produit, et qu'on construit des algorithmes, on peut toujours à un moment donné aussi, donner son avis et c'est bien d'avoir, des avis, au pluriel et pas, c'est bien d'apporter du challenge intellectuel, en fait, je trouve, parce que, c'est en ça où la diversité est intéressante, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous, forcément le même point de vue et c'est important de pouvoir, avoir des équipes techniques qui sont représentatives aussi. Voilà. Donc ça, je trouve ça important et puis aussi, je fais un peu une promotion, pour toutes les femmes qui ont envie, de se reconvertir, dans ces métiers-là ou de pas se reconvertir ou tout simplement de choisir cette voie-là si, elles en sont encore à leur première expérience, pro. C'est vrai que c'est des métiers, qui sont très intéressants, et je vous invite vraiment à aller plus dans le détail pour, comprendre, ce qui s'y passe et ce qu'on y fait. Parce que c'est très challenging, c'est très intéressant, puis on a aussi des opportunités de carrière, qu'on n'a pas forcément. Donc voilà, moi j'aimerais vraiment voir beaucoup plus de femmes, prendre ces métiers un petit peu à bras le corps et puis, aussi continuer à évoluer en fait dans ces métiers. Parce qu'après on rentre dans le développement, mais on peut aussi continuer à avancer sur des métiers de lead, sur des métiers de management et c'est important aussi d'avoir des femmes qui dirigent dans ces métiers-là, je pense. Ok, très bien, bah, merci beaucoup. Bah, ça a permis d'évoquer la question justement de la place de la femme au sein du développement, etc. Bah, merci beaucoup pour ton partage d'expérience, de tes avis. Je te propose de passer à Focus. Donc Focus, c'est très simple, on prend un thème et on va en débattre avec toi. Et vu que pour la première fois nous recevons une développeuse, quelqu'un plutôt dans un métier technique, j'aimerais parler avec toi de la montée en puissance du no-code. Donc ce que j'entends par là, c'est que il y a des sites assez connus comme Wix ou Bubble.io qui permettent de créer des sites web assez facilement pour des personnes qui n'ont aucune compétence en site web. Ou on peut parler également de CMS comme WordPress, PrestaShop. Qu'est-ce que tu penses de ces sites? Est-ce que tu penses que cela va un peu pénaliser les développeurs ou est-ce que malgré tout les développeurs peuvent très bien cohabiter avec des solutions no-code? Je trouve ça très bien, moi, la montée de ces solutions, no code, parce que je pense que ça peut répondre, à certaines problématiques et je pense que c'est une très bonne solution pour un certain type de public. Je m'explique, quand on veut lancer une entreprise ou même sa start-up, on n'a pas envie, au démarrage de recruter, une armée de développeurs, pour faire ça. Je trouve que même, par exemple, pour des indépendants qui ont un petit business, si on l'a vu encore plus, avec la crise, qu'on vit actuellement, c'est important d'être visible, surtout quand on est fermé. Donc je pense que, c'est important de donner ce type d'outils, no code, à des personnes qui savent pas coder ou qui ont pas les moyens, parce que le développement de leur entreprise ne leur permet pas, d'avoir voilà, des développeurs, à disposition. Donc c'est bien, de pouvoir aller, oui, sur, des CMS qui vont permettre, de construire, des sites, un peu, clés en main, et même de rentrer dans un niveau de détail, assez avancé avec un rendu, très professionnel. Je trouve ça bien parce que ça je pense que de toute manière, hein, si c'est quelque chose qui est, en train de se développer, c'est que je pense qu'il y a vraiment une demande derrière. Donc ça, pour moi, ça a totalement du sens. Après, je suis pas inquiète, je suis pas du tout inquiète pour les développeurs, pour 2 raisons. La première, c'est que, quand on construit des produits techniques très complexes, les CMS ne peuvent pas répondre. Toujours une limitation technique à un moment donné, on est toujours obligé, bah, de passer, de changer d'échelle en fait, si on veut vraiment quelque chose qui puisse monter en charge, qui soit scalable comme on dit, on est obligé de faire du sur mesure. Les CMS peuvent pas, aller, sur ces sujets-là. Donc là déjà dans un premier temps, je me fais aucun souci sur ça
Et puis ensuite, pour les développeurs, proprement parler, faut pas oublier qu'on est aussi dans une pénurie de compétences, que les développeurs, on a du mal à les recruter, que beaucoup d'entreprises recherchent des profils particuliers. Voilà, on n'est pas non plus. C'est pas comme si on avait plein de développeurs qui arrivaient pas à travailler. Au contraire, enfin, je veux dire, il y a encore beaucoup de travail et on est toujours en pénurie de compétences en fait. Et est-ce que, vu que tu as un background un peu commerce, marketing et tout, il y a une question du coup que j'ai envie de te poser. Est-ce que tu penses que, tu parlais de par exemple le no-code c'était bien pour les startups ou les entreprises qui voulaient se lancer, mais est-ce que tu penses qu'une entreprise confirmée qui aurait un site fait avec du no-code, donc où on voit là en bas du site que ça a été fait par Wix et tout, est-ce que tu penses que cela peut dévaloriser la marque? J'ai envie de dire, ça dépend de ce que fait l'entreprise. Si l'entreprise, sa promesse, c'est un produit technique, si en effet elle fait pas de site et que elle utilise que des CMS, en effet, ça peut être problématique. Si c'est une entreprise qui a pas de promesse technique et que c'est une petite entreprise qui fait son site sur Wix, je vois pas de problématique là-dessus en fait. Pour moi, il y aurait un non-sens si demain une entreprise vend quelque chose avec une valeur technique importante. Si elle, à un moment donné, elle n'a pas un GitHub ou si elle ne fait pas de l'open source ou si elle ne montre pas qu'en effet, elle travaille bien concrètement sur ce produit technique, ça me semblerait compliqué en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je pense que ça dépend de l'entreprise, ça dépend de son secteur d'activité, ça dépend de son activité, ça dépend du produit qu'elle vend en fait. Sur une entreprise lambda, bon, je pense que ça pose pas de problème parce qu'en effet, il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent. Et je suis pas sûre que tout le monde regarde à y voir en bas du site que c'est un Wix ou autre. Pour une entreprise qui se dit plus dans la tech, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se donner les moyens de ses ambitions et faire aussi les choses sur mesure, pour rester logique en fait. Donc tu travailles actuellement chez Make.org et je sais que Make donc a deux structures, a une partie plus développement pur et une partie CMS avec Webflow. Qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter à une entreprise d'avoir du coup deux langages ou deux structures différentes? Est-ce que c'est intéressant ou est-ce qu'il faudrait être plus que sur du CMS ou que sur du dev pur? Non, ça a du sens et puis, nous pour notre activité ça en a aussi. C'est-à-dire que tout ce qui est, dev pur, sur mesure, c'est qu'on va toucher à la plateforme, en fait et donc là, ça rejoint ce que je disais, précédemment. Sur, la partie plateforme, c'est vraiment, sur toute la partie où on va aller, voter, sur les propositions, donc il y a tout un système de gestion de la donnée, il y a tout un système assez technique, en fait, très complexe, et là, c'est à ce moment-là où on peut pas rester sur du CMS, c'est pas possible et il faut aussi qu'on se donne les moyens de notre réussite, c'est-à-dire qu'en faisant du sur-mesure, aujourd'hui, notre plateforme, on peut la lancer, sur 1 pays, 2 pays, 3 pays, ou, dans le monde entier. Ça va monter en charge, en fait. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de problème technique, particulier, on a quelque chose qui est vraiment sur du sur-mesure et on peut, modifier, dans le détail, cette plateforme. Si on en a envie, on n'est pas limité par un CMS. Donc je trouve qu'au contraire, là, l'organisation, elle est, elle a du sens parce que, quand on touche à la plateforme, de Make, on est vraiment dans le cœur de métier très technique. On ouvre un petit peu le capot et on regarde le moteur et je pense en effet, si on veut avoir quelque chose qui peut monter en charge, qui en vaut le coup, il faut, faire, tout coder à la main en fait. Là, je pense qu'on n'a pas d'autre choix. Sur la partie CMS, c'est plus la partie blog, c'est différent, on n'a pas un besoin, particulier de le coder à la main. Donc je trouve que là, à ce moment-là, ça a du sens de passer par un CMS, et de dire aux développeurs de l'équipe tech: «Bah, vous concentrez sur la plateforme». On a beaucoup de choses à faire sur la plateforme, on a fait beaucoup de refontes. On essaie, d'entretenir du code qui est, qui se porte bien en fait, enfin d'avoir le moins de dettes techniques, possible. Donc on se pose beaucoup de questions, on est beaucoup dans, l'amélioration continue. Donc on essaie vraiment de se focuser sur la plus grosse partie technique de l'outil qu'on utilise en fait et qu'on construit et qui est vraiment la plateforme de Make en fait, hein. D'accord, donc ça montre que deux solutions peuvent cohabiter et parce que chaque solution en soi a un objectif précis en fait. Tout à fait. Je trouve vraiment que c'est un bon exemple parce que chaque solution a son propre objectif. Si on est plus sur de l'information, sur voilà, de la communication, faire un CMS ça a totalement du sens. Après,
quand on veut mettre en place un produit plus technique, avec ses propres challenges techniques, quand bien même on voudrait faire exactement, ce qu'on veut, je pense qu'on ne trouverait pas un CMS qui fait ça. On est obligé de passer à un moment donné par, du sur-mesure et donc d'avoir une équipe dédiée qui travaille là-dessus, oui, tout à fait. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce focus. Pour finir cette interview, est-ce que tu nous aurais une chaîne YouTube, Twitch, une série ou un film à nous recommander qui t'a marqué ou que tu as envie de partager avec nos auditeurs? Oui, alors, j'ai envie de dire Netflix, pour ceux qui l'ont pas encore vu, regardez Le Jeu de la dame, très intéressant. Sur, bon, je trouve que c'est très intéressant parce qu'elle est passionnée, c'est complexe, hein, les jeux d'échecs, c'est pas rien. Elle est, plus que douée, et puis elle évolue, dans un monde un peu d'hommes. Je trouve ça intéressant parce qu'elle sait que c'est son truc, elle y va et elle regarde pas en arrière, donc elle arrive à se faire sa place. C'est très intéressant, j'aime beaucoup cette série. Ensuite, sur les personnes à suivre, sur le sujet des algorithmes, et la place de la femme dans la tech, je vous, recommande Aurélie Jean, que ce soit sur, je pense, Twitter, Instagram, elle doit être évidemment aussi sur LinkedIn ou partout, vous pouvez la suivre. C'est très intéressant, parce qu'elle parle évidemment de concepts, techniques, elle parle des algorithmes, elle parle aussi, de la place de la femme et de l'importance, de la représentativité des femmes dans les métiers techniques. Donc c'est très intéressant, ça ouvre, plusieurs débats et je pense que c'est intéressant de se pencher aussi sur ces, sujets-là. Carrément, ça va être super intéressant. On mettra tout ça dans la description sur YouTube pour les intéresser. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Layout. Merci Aurélie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. On espère que vous avez apprécié découvrir ce métier et on se retrouve prochainement dans un nouvel épisode. Bye!